Mon autre passion, c'était, pendant les interruptions de nos récréations, de rester dans la classe où il y avait une immense carte murale du Sahara. Je grimpais alors sur une chaise et suivais sur la carte d'imaginaires itinéraires pour me rendre à Tombouctou. C'était, je crois, la lecture de l'Atlantide qui venait de paraître qui m'avait donné cette passion. Elle dura longtemps, même après cette deuxième année de médersa, qui fut à bien des égards décisive dans la détermination de ma vocation. Timimoun, Insalah, que de fois ces noms m'ont fasciné devant la carte murale de la Médersa. Le Sahara m'ensorcelait. Bien longtemps, son charme enveloppera mon âme qui s'éveillait à horizons lointains. Je comprendrai plus tard l'envoûtement fascinateur qu'il a exercé sur l'âme ardente d'un Ernest Psichari. Et je comprenais déjà à cette époque tout le poison voluptueux qu'il avait versé dans l'âme d'Isabelle Eberhardt, dont Victor Barucan venait de révéler au monde l'œuvre hallucinante. Car j'avais déjà lu et relu à cette époque l'œuvre de cette bohémienne qui avait si tragiquement achevé sa carrière à Ain Sefra. Je pleurais en lisant À l'ombre chaude de l'islam, qui me révéla la poésie de l'islam et la nostalgie du désert. Notre groupe faisait des lectures en commun et chacun avait ses lectures particulières pour satisfaire à un besoin personnel. À cette époque, un méderséen de Batna, Ma'alam Ahmed, dénicha je ne sais comment El Qura d'El Kawakibi. Nous le lûmes à la veillée. Ce livre produisit sur nous, en raison même de son caractère mystérieux, un effet prodigieux. J'en ressentis le choc que devait compléter celui qu'avait produit sur moi À l'ombre chaude de l'islam. Ce dernier livre me rappelait un islam poétique mais apathique aussi, cherchant l'oubli dans le kiff. El Koura me révéla un islam qui s'organisait déjà pour la défense et pour la renaissance. Ce n'était qu'une œuvre d'imagination, mais significative pourtant de la prise de conscience qui s'opérait dans le monde musulman, au moins dans quelques esprits comme El-Kawakibi. Que ce ne fût qu'une œuvre d'imagination, je n'en doutais pas, et son effet n'en était que plus profond sur ma conscience. Et quand je relisais la faillite morale de la politique occidentale en Orient, comme je le faisais, l'effet de ces lectures d'édification s'approfondissait qu'encore en moi. Bien entendu, tout cela se déversait au café Beniamina, dans des discussions passionnées, passionnantes, alimentées par le courant méderséen et par le courant badiciste. C'est à cette époque, je crois, que se place le coup de foudre qui a bouleversé ma vie. Il y avait en face de la Médersa un kiosque de journaux. Je ne sais pas s'il existe toujours. Le soir était doux, le soleil répandait une tiédeur voluptueuse dans l'atmosphère. Ses rayons couchants mettaient des tonalités ocre sur des flocons de nuages et une couronne dorée sur la cime boisée de Sidimsid. Les gorges de Rumel devenaient plus sombres. Pourquoi suis-je allé ce soir-là acheter la dépêche de Constantine au kiosque d'en face? Je ne le sais pas. Je revins lire tranquillement mon journal sur le perron de la Médersa. Un officier anglais, le Sardar, avait été blessé en Égypte et le gouvernement de Londres avait décidé d'exiler le chef wafdiste, Zaghloul Pacha, aux îles Seychelles. L'événement était rapporté dans la dépêche de Constantine avec les commentaires que l'on peut supposer dans un journal qui défendait les intérêts de la grosse colonisation dans le département de Constantine. Dans la rue nationale, entre la Médersa et le lycée de jeunes filles en face, le trafic des fiacres et des piétons se ralentissait à cette heure-là. Le calme régnait autour de moi. Dans mon coin, je lus mon journal, c'est-à-dire l'article sur les événements du Caire. Après la lecture, je demeurai songeur, rien de précis dans mon esprit. Tout se passait dans la profondeur de mon être. Puis tout d'un coup, je me ressaisis. Je crois que si quelqu'un m'observait, il aurait remarqué peut-être à ce moment-là une lueur inusitée dans mon regard. En tout cas, ce que je ressentais clairement à ce moment, c'était un sentiment nouveau, le sentiment qui n'allait plus me quitter toute ma vie et qui me servira d'aiguillon dans mon existence. J'étais nationaliste. À partir de ce moment-là, j'allais d'abord devenir un lecteur assidu de tous les journaux que j'allais acheter au kiosque de feu mon grand-père. Puis, un choix se fit dans mes lectures politiques. Le journal communiste L'Humanité fut celui qui étanchit le plus ma soif nationaliste. Les articles de Cachin et de vaillants couturiers me gonflèrent les veines de terrible colère ou me versèrent au cœur d'apaisantes consolations. Je lisais aussi La lutte sociale de Victor Spillman, qui venait assez régulièrement d'Alger. Mes idées prenaient une nouvelle tournure. Les choses avaient pour moi de nouvelles significations.
Quand j'allais chez Khalti Bibia, j'étais oppressée. Quand je me promenais chez mon ami Chawat, dont le père était interprète au Maroc, des opérations bizarres se faisaient dans mon esprit dans ces rues européennes de Constantine où les maisons cossues faisaient éclater davantage à mes yeux la misère de Khalti Bibia. Et je me mettais à choisir, parmi ces riches habitations, celle que j'occuperais. Mon ami Chawat aussi choisissait la sienne. En somme, l'idée de bien vacant n'est pas neuve. Elle hantait déjà à cette époque l'esprit de deux jeunes médercéens qui allaient dîner d'un bol de pois chiches ou d'une rondelle de roussette chez Boukamien. Naturellement, tout cela avait ses conséquences sur notre vie à la Médersa, où je devins assez vite, aux yeux de Dournon, le jeune Turc le plus dangereux. Mes lectures étaient surveillées, et je savais que lorsque nous allions au cours, le chaouch et Dournon venaient fouiller sous mon matelas, où il m'arrivait de cacher l'humanité. Bien entendu, j'étais d'avance coupable de tout ce qui pouvait arriver de mal à la Médersa. Bien sûr, c'est encore Sédic, disait Dournon qui zozotait quand il découvrait une disparition, la cassure de quelque chose. Et le soupçon systématique engendrant la mauvaise action, il m'arrivait d'en commettre pas mal. Un jour, Aleimia Salah et moi, nous versâmes le contenu d'un paquet de tabac à priser soufi dans la vasque de la Médersa. Les beaux petits poissons rouges qui élevaient Dournon périrent. Bien sûr, c'est encore Sédic. La situation devint intenable, si bien que Alémia et moi nous donnâmes notre démission comme deux fonctionnaires. Dournon en suffoquait car nous avions eu le culot de l'accuser de je ne sais quoi qui avait trait à la gestion de l'établissement. Au fond, il n'était pas méchant. Il alerta mon père qui vint arranger les choses. Je continuai donc à dessiner la tête de Cheikh Ben Labed et à imaginer des itinéraires vers le pays d'Antinéa, vers Tombouctou. Seule l'heure de Bob Retter me profitait. Je faisais beaucoup de progrès avec lui. Et pour m'encourager sans doute, il me donnait chaque semaine son numéro des nouvelles littéraires que je dévorais. C'est lui qui me passait aussi, je crois, Conférencia. Et c'est dans un numéro de cette revue que je découvris à l'époque Rabindranath Tagore. Cette littérature exotique fit une forte impression sur moi. Elle introduisait une nouvelle dimension dans mon univers intellectuel. Rabelais et Victor Hugo, Imrou El-Kaïs et Hafez Ibrahim lui donnaient les deux dimensions de la langue française et de la langue arabe. La découverte de Tagore y ajoutait une troisième dimension, celle des Védas. Il y avait autre chose aussi. À cette époque, ma génération se mettait à chercher, sans en avoir conscience, l'évasion et la libération. Tagore m'ouvrait une nouvelle porte d'évasion. Mon esprit ne divaguait plus seulement en direction de Tombouctou. Il se mettait aussi à voguer vers l'Inde mystérieuse. L'Inde dont je ne savais rien, sinon qu'elle était colonie anglaise comme l'Algérie colonie française m'attira. La séduction de son grand poète était aussi libératrice. Le génie ne naît pas seulement sur les bords de la Seine ou de la Tamise, il peut naître aussi sur les bords du Gange. Avec Tagore, j'avais acquis cette certitude réconfortante pour un homme colonisé. Elle me libérait de la servitude qui pesait alors lourdement et qui pèse encore parfois sur l'esprit des intellectuels arabes vis-à-vis du génie de l'Europe, de sa culture. Je ne me rappelle plus quelle fut exactement cette première lecture de Tagore, mais elle m'avait désafricanisé en quelque sorte. Elle avait certainement fait sauter un verrou du colonialisme sur mon esprit. Mais mon esprit portait en lui une force de rappel qui ramenait tout ce qui me tombait sous les yeux à une préoccupation centrale, fondamentale. L'islam était cette préoccupation. Probablement, Tagore ne m'aurait pas intéressé s'il n'avait pas ramené en moi un tourment dévorant, le tourment que portait feu mon grand-père quand il s'était réfugié à Tripoli avant la Première Guerre mondiale, que portait aussi mon aïeul, Hedja Baya, quand elle avait quitté Constantine le long d'une corde le jour où la troupe française y faisait son entrée. Les générations se transmettent un message cryptogramme qu'elles ne lisent pas de la même manière, parce que la grille qu'on leur donne de l'histoire pour faire cette lecture n'est pas la même. C'est à cette époque, je crois, que ma génération médercéenne découvrit Eugène Jung. Je fis moi-même sa connaissance dans l'islam face aux impérialismes. Son auteur mourra une vingtaine d'années après dans une mansarde parisienne, ignoré de tout le monde et oublié de tous. Je ne sais même pas s'il n'a pas été enterré dans une fosse commune. Cependant, son œuvre a certainement fait monter la fièvre anticolonialiste dans l'esprit de ma génération.
Aujourd'hui, je me demande si le nationalisme et l'islam algérien se doutent même qu'ils ont porté dans leurs veines des pensées, des idées, des sentiments qui viennent d'horizons aussi divers. Cependant, au café Benyamina, toutes ces pensées, toutes ces idées, tous ces sentiments se rencontraient et rejoignaient là ceux qui naissaient quelques pas plus loin dans le petit bureau de Shir Ben Badis, que je voyais bien passer, mais dont je n'avais pas encore fait connaissance. Au café Benyamina, on parlait le français et l'arabe. Au bureau de Ben Badis, on parlait naturellement un arabe de qualité. Mais, en ville, la langue n'était ni arabe ni française, mais indigène. Il en était de même dans toute l'Algérie, surtout à Alger, qui ajoutait à ce désagrément celui d'un accent détestable. Tébessa était la seule ville, à ma connaissance, qui parlait alors une langue qui n'avait aucune prétention littéraire, mais qui avait une certaine pureté dans le vocabulaire et dans l'accent. Dans cette effervescence du milieu méderséen, il y avait mon côté personnel. Il y avait ma mère malade vers laquelle s'envolait ma pensée. Il y avait la nostalgie du Sahara qui ne me lâchait pas. Il y avait l'humanité qui m'apportait ses colères et ses apaisements. Le journal me vengeait de cet état de choses qu'on appellera ensuite l'ordre colonial, et contre lequel nous emmagasinions inconsciemment à cette époque toute cette énergie qui se déversa bientôt dans le courant islahiste et dans le courant nationaliste. Le duel journalistique entre l'émir Khaled et Morino, le maire potentat de Constantine, prenait naissance. On attendait l'Iqdam et le Républicain chaque semaine pour suivre son déroulement, comme une foule autour d'un ring où se battent deux champions. La plume de notre champion valait ce qu'elle valait, et après tout je crois qu'elle était supérieure à celle de son adversaire. Ce qui est certain, c'est qu'elle soulevait des tempêtes dans nos idées, dans nos sentiments. L'Iqdam mettait dans mon esprit les premiers thèmes politiques précis. Il dénonçait l'expropriation du fellah algérien qui atteignait des proportions inimaginables à cette époque où la colonisation, déjà à l'étroit dans le nord, dans les terres à vignobles, à agrumes, à oliveraies, à tabac, faisait un bond vers le sud, vers les terres à céréales. Des colons commençaient à s'installer à Khenchela, à Batna, à Ain Beida et même à la Mesquiana, si près de Tébessa. L'Iqdam dénonçait les abus de l'administration et son obscurantisme. Les chiffres qu'il donnait des superficies octroyées à la colonisation et du nombre d'enfants algériens non scolarisés nous édifiaient. J'entendis pour la première fois parler de la compagnie algérienne à Guelma. Une autre voix s'éleva et fit chorus avec l'Iqdam. À Bonn, le vaillant Denden venait de fonder l'étendard. Le round devenait passionnant sur le ring algérien.